Et donc, ce plan national énergie-climat, c'est une réduction des gaz à effet de serre de 35% par rapport à 2005 et une production d'énergie renouvelable de 32% en 2030. Alors, sur le slide suivant, j'ai repris un graphique qui montre un petit peu la part, en région Bruxelles-Capitale, la part d'énergie qui est liée au bâtiment. Alors, on est à Bruxelles dans une région qui est peu industrialisée et une région qui est assez dense, du coup, dans laquelle la part du transport représente une part pas trop importante. Du coup, vous voyez ici, le premier bloc ici, c'est tout ce qui concerne le résidentiel, qui est découpé en chauffage, eau chaude sanitaire, et équipements électriques et cuisson. Sur le rectangle complet qui représente l'ensemble de la consommation énergétique de la région, le résidentiel représente un peu moins de 40%, avec la ventilation ici à l'intérieur du poste. Le tertiaire, donc tout ce qui n'est pas du logement, les bureaux, les hôpitaux, les hôtels, toutes les autres affectations que le bâtiment résidentiel, représente 35%. Chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation, air conditionné. Et enfin, vous avez les postes transport et industrie qui représentent 22% et 2%. Donc, la part du bâtiment, le bâtiment, que ce soit résidentiel ou tertiaire, représente 75% de la consommation énergétique. Et donc, quand une région, comme la région de Bruxelles, se dit « je dois diminuer la consommation énergétique », elle va travailler un peu sur l'industrie, un peu sur le transport, mais beaucoup sur le bâtiment. D'accord? Alors, les différentes recettes, donc c'est construire des bâtiments, des nouveaux bâtiments performants, améliorer l'enveloppe et diminuer les besoins des bâtiments existants et amener de l'énergie renouvelable pour l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner les bâtiments et rendre le fonctionnement des techniques en place le plus performant et le plus efficace possible. Alors, par rapport aux nouvelles constructions, il y a une réglementation qui s'appelle la performance énergétique des bâtiments, PEB, qui cadre un peu ce qu'on peut faire et pas faire et quelles sont les modalités pour les bâtiments neufs et les rénovations lourdes. Donc vous voyez que ça a commencé en 2008 et que petit à petit, il y a eu un gros virage en 2015 où on s'est inspiré du fonctionnement des bâtiments passifs et des exigences des bâtiments passifs pour introduire en région bruxelloise des critères pour les bâtiments neufs très très exigeants en termes d'énergie. Alors BNC, ça veut dire besoin net de chauffage, BNR, besoin net de refroidissement, et CEP, coefficient d'énergie primaire. Et donc, on n'est plus comme avant, avec un niveau K qui regardait la qualité de l'enveloppe du bâtiment et un niveau E qui regardait la qualité de l'énergie de l'ensemble du bâtiment. On va fonctionner de manière différente en s'inspirant des bâtiments passifs en disant je dois limiter les besoins en chauffage via ma conception de bâtiment, je dois limiter mon besoin de refroidissement et je dois m'assurer que l'énergie primaire pour répondre à ces besoins de chauffage et de refroidissement ne dépasse pas une certaine quantité. Alors ça, c'est aujourd'hui, là où on tend, c'est de faire des bâtiments NZ, on appelle ça Nearly Zero Energy Buildings. Ça veut dire que on va de plus en plus avoir des bâtiments qui sont neutres en énergie, en tout cas les bâtiments neufs, qui sont neutres en énergie, voire même qui sont producteurs d'énergie. Alors, cette complexité, ou en tout cas ces ambitions, amènent une certaine dérive, c'est qu'on met sur le marché des bâtiments de plus en plus compliqués, où il y a plusieurs techniques qui sont en place, et souvent le contre-pied de ce fonctionnement-là, ou le travers de ce fonctionnement-là, c'est qu'il n'y a plus grand monde qui sait faire fonctionner ce bâtiment, tellement il devient complexe.
Et donc, nous, notre philosophie, c'est de rester ambitieux, mais avec des choses simples, compréhensibles, parce que il y a deux manières de voir un bâtiment, soit un peu comme un promoteur, il met un bâtiment sur le marché et puis il s'en va faire son projet suivant, soit, et c'est un peu vers là que tend le marché et le futur, c'est de regarder le bâtiment dans tout son cycle de vie. Et quand on regarde le bâtiment dans tout son cycle de vie, ça ne sert à rien de mettre des techniques très performantes si ceux qui doivent les utiliser et les maintenir ne sont pas capables ou ne comprennent pas leur fonctionnement. Et donc, voilà, il y a un petit slogan, KISS, Keep it simple and stupid. C'est vraiment important et je pense que c'est un message important que vous devez retenir, que ce soit dans ce cours-ci ou dans les autres cours. Être ambitieux, ça ne veut pas dire faire des choses compliquées. Il n'y a pas vraiment d'avantage ou de côté positif à mettre sur pied un fonctionnement, une usine à gaz et un bâtiment qui est compliqué à faire fonctionner. C'est un peu le travers de l'ingénieur, donc il faut pour certains vous faire un peu violence, mais c'est vraiment primordial de mettre sur le marché des bâtiments dans lesquels les occupants vont comprendre comment fonctionne le bâtiment et dans lequel la société de maintenance va comprendre comment elle doit faire fonctionner le bâtiment. Sinon, il y a des inconforts. Quand il y a des inconforts, on touche un peu à tous les boutons sans trop savoir ce qu'on fait. Et du coup, on dérègle le système et on a un système qui surconsomme, qui parfois fait de la destruction d'énergie. Et là, on est passé un peu à côté de l'objectif. On a mis beaucoup d'argent dans des machines performantes, mais on a un résultat qui n'est pas du tout celui qui était souhaité. Donc, premier message, des installations simples, des schémas de principe simples et du coup faciles à maintenir et à utiliser lors de tout le cycle de vie du bâtiment. Alors le slide suivant, il a pour but d'un peu vous éveiller à ces trois notions. Dans vos études, on vous parle beaucoup de technique, même principalement de technique. Alors dans la vie de tous les jours et dans le monde du travail, dans la vie professionnelle, la technique est une part, mais elle se confronte à deux autres enjeux qui sont des enjeux économiques et réglementaires. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Premier exemple, ce sont les boilers satellites. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est des boilers satellites? Non. Non? Bon, on verra ça en détail dans le cours sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et donc, en gros, au lieu de produire de manière centralisée, si je prends un logement collectif, soit chaque appartement a son petit boiler électrique dans l'appartement, soit on a une production centralisée grâce à une chaudière qui va chauffer un ballon tampon et il y aura une boucle d'eau chaude sanitaire qui va circuler dans tout le bâtiment et qui va permettre d'avoir de l'eau chaude à proximité des points de puisage dans les appartements. Ça, c'est la manière un peu traditionnelle de concevoir l'eau chaude sanitaire dans les logements. Alors, il y a une réglementation, la PEB Travaux, qui a dit ce fonctionnement-là de boucle sanitaire, c'est pas super parce qu'on perd de l'énergie avec de l'eau chaude qui circule en permanence dans le bâtiment. C'est pas idéal d'un point de vue énergie. Du coup, on va pénaliser ça et on va mettre des points de pénalité par rapport à ce système-là. On va plutôt encourager un fonctionnement où il n'y a pas des grandes boucles d'eau chaude à température élevée qui circulent dans le bâtiment. Et donc, pour une raison réglementaire, puisque c'était pénalisant de mettre un système classique en place, il y a eu un système un peu hybride qui est apparu, qui sont les boilers satellites, où au lieu d'avoir un circuit d'eau chaude et un circuit d'eau chaude sanitaire, on rassemble les deux et on produit l'eau chaude sanitaire avec un échangeur à plaques dans chaque appartement. Alors, théoriquement, sur le principe, ça permet de diminuer la quantité de boucles d'eau chaude, puisque au lieu d'avoir une boucle chauffage, au lieu d'avoir des conduits de chauffage et une boucle d'eau chaude sanitaire,
elles sont fusionnées. Dans la pratique, ce système-là, il ne fonctionne pas très bien, puisqu'en termes de maintenance et en termes de fonctionnement, ça veut dire c'est beaucoup plus un échangeur par appartement, un échangeur qui peut s'encrasser, la durée de vie est voilà, souvent avec des problèmes de qualité d'eau, donc avec un des problèmes, il faut aller dans chaque appartement pour solutionner ça, alors que quand on a une installation centralisée, on peut gérer les choses dans le local de chauffe. Et donc, finalement, ces boilers satellites, ça marche pas très bien. Et voilà un peu l'exemple que pour une raison réglementaire, on a eu un équilibre un peu technique qui s'est modifié. Et finalement, ce qui était une bonne idée, en pratique, s'avère quand même pas super. Alors un autre élément entre technique et économique, cette fois-ci, c'est que la plupart des bureaux d'études, en tout cas ceux qui fonctionnent à l'ancienne, les clients qui lancent des marchés un peu à l'ancienne ou des marchés publics, les bureaux d'études sont payés au pourcentage du montant des travaux. Donc c'est un peu contradictoire, parce que dans ce cas, le bureau d'études aura intérêt à ce que les travaux coûtent le plus cher possible, puisque au plus les travaux sont chers, au plus l'enveloppe budgétaire du bureau d'études sera grande. Alors c'est un peu contradictoire, parce que le but d'un bureau d'études, c'est aussi de faire les bons choix pour garder un budget de travaux sous contrôle et dans certains cas, faire des économies sur le budget de travaux. Mais dans ce type de marché-là, un bureau d'études qui ferait des choix de nature à diminuer le budget de travaux verrait ses propres honoraires diminuer. Donc là, c'est un peu contradictoire, un lien un peu bizarre entre économique et technique. Autre exemple sur, par exemple, le type de chaudière. Vous verrez au cours chauffage qu'il y a entre guillemets deux grandes catégories de chaudières. Les chaudières à grand volume d'eau et les chaudières à petit volume d'eau. Les chaudières à grand volume d'eau, c'est des installations un peu plus robustes, qui coûtent un peu plus cher, mais qui sont plus durables dans le temps. Et du coup, là, on a du coup à nouveau un lien entre économique et technique. Un client qui voudra payer le moins possible va plutôt aller vers une installation avec une plus faible durée de vie, mais avec un coût moindre. Et donc, à nouveau, si on regarde les choses à un instant T, on est tenté de prendre l'installation qui coûte le moins cher. Si on regarde sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, l'installation la moins chère devra être remplacée plus rapidement. Et du coup, c'est peut-être, si on regarde les choses sur 20 ans, c'est peut-être un mauvais calcul, puisque le fait de devoir, entre une chaudière A qui dure 20 ans et une chaudière B qui dure peut-être 10 ans, le calcul doit se faire un peu différemment. On doit compter le coût de réinvestissement et la durée de vie des équipements dans le calcul qu'on fait. Donc voilà un petit peu quelques exemples, en tout cas un équilibre. Un autre exemple, qui est un exemple vécu en interne, puisque dans notre bureau d'études, il y a des gens qui sont plutôt axés techniques et d'autres qui ont plutôt cet équilibre technico-économique ou technico-économico-réglementaire. Donc parfois en interne, on n'est pas toujours d'accord. Je vous ai montré le bâtiment plein 11 avec la pompe à chaleur. À côté de la pompe à chaleur, il y a une chaudière. Puisqu'il y a certains moments dans l'année où on ne fait pas fonctionner la pompe à chaleur pour produire le chaud, mais on fait fonctionner les chaudières. Et donc, à un moment donné, on doit dire à la régulation, on doit lui donner une règle pour lui dire est-ce que c'est la chaudière ou est-ce que c'est la pompe à chaleur qui va fonctionner. Notre collègue technicien prenait en compte uniquement le rendement du système pour définir la règle de est-ce que c'est la chaudière ou est-ce que c'est la pompe à chaleur qui démarre. Alors que derrière, il y a aussi le prix du combustible qui entre en jeu. Dans ce contrat-là, on avait un prix du gaz de 40 € du mégawattheure et un prix de l'électricité de 110 € du mégawattheure. Si on fait fonctionner la chaudière, on brûle du gaz, 40 € du mégawattheure. Si on fait fonctionner la pompe à chaleur, on consomme de l'électricité, 110 € du mégawattheure. Donc, vous voyez, il y a un facteur assez conséquent entre les deux. Et il n'y a pas que le rendement de la pompe à chaleur qui est à prendre en compte, mais aussi le rapport entre le rendement et le coût des différents
combustibles, différents vecteurs énergétiques. Donc, premier enseignement, c'était concevez et essayez, quand vous avez la main, d'aller vers des choses très simples. Le deuxième enseignement, c'est il n'y a pas que la technique qui compte. Et quand on ne regarde que l'économique, que la technique ou que le réglementaire, on fait souvent des mauvais choix. Il faut essayer de se situer ici et de prendre en compte, dans les choix qu'on fait, les aspects économiques, les aspects techniques et les aspects réglementaires pour essayer de faire des choix équilibrés. Et ça, c'est relativement important. Et ça dépasse un peu le cours ici. Je pense que c'est des notions assez générales que vous pouvez utiliser, peu importe le métier que vous ferez plus tard. Alors, finalement, nous, dans notre boulot, on rencontre dans la pratique assez peu d'installations qui fonctionnent correctement. Parfois, il y a des problèmes de conception, parfois, il y a des problèmes de choix de prestataires, des prestataires défaillants qui, la conception était bonne, mais elle était mal réalisée. Parfois, des problèmes de budget, qui fait qu'on n'a pas fini. Souvent, à la fin du chantier, qu'est-ce qu'on fait? On règle les installations. Quand il n'y a plus de budget, on dit ben, on va skipper la dernière phase. Or, c'est lors de cette dernière phase qu'on règle le bâtiment pour qu'il ne consomme pas trop d'énergie dans sa durée de vie. Problème durant le chantier, problème d'utilisation, et c'est assez fréquent. Quand on sort de l'école, on est un peu naïf, mais dans la vraie vie, il y a souvent des problèmes de perte d'information à cause de changements d'acteurs. Donc vous avez parfois un promoteur qui va faire appel à une équipe pour mettre sur pied un bâtiment. Ce promoteur va vendre ce bâtiment. Et puis après, il y aura un property manager ou un syndic qui va gérer le bâtiment. Et ce property manager ou ce syndic, ils peuvent se faire dégager chaque année. Et donc, il y a souvent un turnover dans les gens qui vont gérer les bâtiments. Et qui dit turnover dit perte d'information et perte de connaissances par rapport au site. Pareil dans les prestataires, la personne qui fera la maintenance, elle va peut-être changer. Et au final, au fil du temps, on a des nouveaux intervenants qui ne connaissent pas le bâtiment. D'où l'importance de bien documenter le fonctionnement des installations techniques. Mais bien souvent, les gens qui viennent et qui doivent intervenir sur le bâtiment ne comprennent pas le fonctionnement du bâtiment. Ou en tout cas, l'historique a été perdu. Alors, je vous parlais justement de Nestlé. Donc, dans les fiches de projet que je vous ai montrées en début de cours. Donc, c'est un bâtiment assez récent, on va dire, un bâtiment des années 90, dont une rénovation assez profonde en 2014, où il y a eu une rénovation de l'enveloppe et des nouvelles techniques qui ont été mises en place. Alors, on n'a pas du tout participé à ce projet, mais je dirais que les choix qui ont été faits à l'époque ont été bons. Nous, on est intervenu dans le projet via un audit énergétique en 2017. Et cet audit énergétique montrait qu'il y avait une consommation très très élevée par rapport à un immeuble de bureau. On y reviendra tout à l'heure dans le volet énergie. Quand on regarde la consommation, ici un F pour énergie finale, donc on est à 330 kWh en énergie finale par mètre carré plancher. Et il y a des statistiques qui disent que pour les bureaux, on doit être plutôt autour de 200. Et donc on est là quand même assez élevé par rapport à la moyenne. Donc c'est interpellant, surtout quand on a un bâtiment dont l'enveloppe a été rénovée et qu'on a des techniques qui sont censées fonctionner correctement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette situation-là? Alors je vous ai dit, différents intervenants qui ont tous l'impression d'avoir fait du bon travail. On a une température ambiante qui est toujours supérieure à 25 degrés, donc là on a entre guillemets une surchauffe qui amène à une surconsommation. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose à reprocher. La conception hydraulique n'était pas optimale, elle n'était pas dramatique, mais elle n'était pas optimale. Et surtout, il y avait une installation en eau chaude sanitaire surdimensionnée. Donc un immeuble de bureau, a priori, n'a pas besoin d'eau chaude sanitaire. Les besoins d'eau chaude sanitaire, c'est si par exemple il y a une cuisine ou une cantine, ou bien ici un centre de démonstration pour les produits Nestlé, notamment les produits liés au café. Et donc,
on ne peut pas dire que comme un centre sportif ou un hôpital ou un logement collectif, qu'il y ait des besoins vraiment très importants en eau chaude sanitaire. Mais malgré tout, ils ont opté vers une installation centralisée et ils l'ont un peu surdimensionnée. Donc ça invite, ça appelle, ça entraîne des surconsommations. Alors, le point qui était le plus critique ou qui a amené le plus de surconsommation, c'est le fait qu'ils ventilaient, ils chauffaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si je caricature, l'ordinateur était présent, les installations permettaient de réguler, mais ils n'ont pas fini le travail. Donc, il n'y a personne qui a été dire « Bonjour, monsieur le client, quels sont vos horaires? Comment occupez-vous le bâtiment? Quand avez-vous besoin de chaud? Quand avez-vous besoin de froid? Quand est-ce qu'on peut être sur un mode ralenti ou un mode réduit ?» Et donc, ils ont laissé par défaut tout à fond. Et ils sont partis. D'où d'importantes surconsommations. Les consignes étaient trop basses pour le froid, donc on produisait du froid trop froid, ce qui veut dire qu'on consommait trop d'électricité par rapport à ce qu'on aurait pu consommer. Et le chaud est produit trop chaud. À nouveau, ça veut dire brûler plus de gaz que ce qu'il faut. Les installations n'étaient pas conformes aux réglementations. Donc là, je refais le parallèle par rapport à mon triangle économique, technique et réglementaire. Ici, on avait un prestataire en 2014 qui ne connaissait pas la réglementation bruxelloise, c'était une firme néerlandophone, et elle a fait dans les règles de l'art sans savoir que depuis 2011, il y avait des réglementations spécifiques à Bruxelles liées à l'énergie, par exemple des compteurs qu'il fallait mettre à certains endroits. Donc le client, il est un peu perdu parce qu'il a l'impression d'avoir fait appel à des entreprises sérieuses. Ces entreprises ont fait, je dirais, 90% du travail correctement, mais il manque le dernier coup de rein, la finalisation du chantier. Et donc, ce qui fait que le client consomme beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé aux clients? C'est une mission de suivi énergétique pour dire, laissez-nous vous accompagner dans le suivi énergétique et on va diminuer vos consommations. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? On a redémarré et on a écrit avec des mots en français comment doit fonctionner le bâtiment selon nous. Sur base de ce rapport où on écrit avec des phrases comment ça doit fonctionner, on a fait adapter, reprogrammer la régulation. On a remis des horaires, on a reprogrammé ou rajouté des lignes de code dans la programmation de la régulation. Ici, c'était les résultats en début de programme. Et là, après 2 ans, on est sur une baisse de 60% en combustible et 45% en électricité, comme je disais en introduction. Donc, voilà, ici, entre guillemets, on avait la chance, les résultats sont assez impressionnants, on avait la chance d'avoir un bâtiment qui dysfonctionne. Pour nous, c'est une chance puisque ça nous permet de faire des beaux résultats. Pour la planète, c'est pas vraiment une chance et c'est plutôt alarmant. Des bâtiments comme ça, il y en a énormément. Alors, pourquoi est-ce que ils ont attendu 3 à 4 ans pour s'en rendre compte ou pour agir? Tout simplement, premier point, un immeuble comme ça, avec des gens qui travaillent dedans, le poste énergie par rapport à l'ensemble des coûts du bâtiment, c'est vraiment minoritaire, c'est moins de 5%. Et donc, réduire de 50% un poste qui est vraiment minoritaire, c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est que les employés qui travaillent dans ces bâtiments-là fassent du bon boulot, qu'il y ait du travail pour tout le monde. Voilà, vous imaginez bien les challenges et les missions que peuvent faire des employés pour Nestlé. Diminuer la consommation énergétique du bâtiment, pour eux, c'était pas une priorité. Et donc, malgré qu'il y a des bâtiments qui dysfonctionnent, il y a parfois des clients qui nous disent « Désolé, pour nous, c'est pas une priorité ». Et donc, les régions et l'État en sont arrivés, via des directives européennes, à contraindre à plus de performance pour que ça devienne une priorité à travers l'axe réglementaire. Donc là, concrètement, il y a une directive européenne qui imposait aux grandes entreprises de faire un audit obligatoire. Et nous avons réalisé cet audit. Et c'est grâce à cet audit qu'on a mis en lumière qu'il y avait un potentiel important et qu'on a proposé aux clients une mission de suivi qu'on appelle no cure no pay, où on se fait payer que s'il y a du résultat. Et donc, face à un client qui était moyennement motivé au départ,
le fait d'être payé que quand il y a du résultat, ça lui amène un certain stimulant également. Voilà, donc petit exemple de ce qui peut mal fonctionner dans un bâtiment, et malgré que l'enveloppe soit rénovée et que les techniques soient rénovées. Voilà. N'hésitez pas sur le chat à interagir ou à mettre des questions ou à activer votre micro pour poser vos questions. Alors, dans la suite, pour terminer l'introduction, je voudrais parler un petit peu d'introduire les énergies renouvelables et leur place dans le mix énergétique à travers le Trias Energetica, qui est plutôt une vue philosophique de la gestion de l'énergie dans les bâtiments et qui nous invite à faire les choses dans un certain ordre. Alors, pour vous illustrer, pour vous expliquer le Trias Energetica, je vais prendre un exemple un peu farfelu, mais pour vous montrer un petit peu, pour essayer de vous montrer ça avec un exemple concret. Donc, ici, on a parlé dans l'introduction de bâtiments neutres en énergie ou de bâtiments moins consommateurs d'énergie. Alors, si on prend un bâtiment de bureau vraiment très peu performant ou un entrepôt, pas isolé, avec vraiment des besoins en combustible très élevés ou des besoins en électricité très élevés. Si on couvre la toiture de cet immeuble de bureau ou de cet entrepôt avec des panneaux photovoltaïques, on pourrait avoir un bâtiment neutre en énergie. S'il y a vraiment beaucoup de panneaux, si même on couvre le champ d'à côté de panneaux. Donc on peut avoir une consommation en énergie très importante et malgré tout avoir un bâtiment neutre en énergie puisqu'on a compensé cette énergie très importante par la production d'énergie verte, elle aussi très importante. D'accord ? Pour avoir zéro, on peut avoir beaucoup moins beaucoup, ça fait toujours zéro. Alors le Trias Energetica, il nous invite à faire les choses un peu différemment. Au lieu de produire beaucoup d'énergie renouvelable pour compenser les grands besoins, le Trias Energetica nous invite à d'abord réduire les besoins pour produire l'énergie renouvelable qu'il faut, mais pas trop, pour combler ces besoins. Et évidemment, au niveau planétaire, il y a une énorme différence. Si on réduit d'abord les besoins d'un bâtiment et qu'après on les compense par de l'énergie renouvelable, à l'échelle d'une région ou d'un État ou à l'échelle mondiale, on aura besoin d'une quantité d'énergie renouvelable bien moindre si on diminue d'abord les besoins du bâtiment. D'accord ? Alors les régions ont carte blanche pour leur stratégie énergétique et la région qui a forcé la plus grosse diminution de la demande de l'enveloppe, c'est la région bruxelloise. Les autres régions vont y arriver, mais de manière un peu plus timide. Et donc c'est vraiment un point assez important, c'est que si un client nous demande comment être neutre en énergie, on va commencer par voir comment on peut réduire les besoins. Alors parfois le client n'a pas le budget ou parfois c'est techniquement pas possible, mais on doit en tout cas y réfléchir et l'envisager avant de foncer sur les énergies renouvelables. Alors diminuer la demande en énergie du bâtiment, ça passe souvent par l'enveloppe du bâtiment, donc le toit, les murs, les châssis, le sol. Ça passe par améliorer l'isolation et la performance de l'enveloppe. Et c'est pas pour rien, ça fait écho à ces philosophies-là, qu'en région de Bruxelles-Capitale, il y a des primes pour améliorer l'enveloppe du bâtiment, des primes qui vont jusqu'à 70% du montant des travaux. Donc c'est quand même assez important. Et donc c'est vraiment primordial de diminuer la demande. Numéro 1, diminuer la demande. Numéro 2, utiliser des systèmes d'énergie renouvelable. Et numéro 3, utiliser de manière rationnelle l'énergie. Donc utilisation rationnelle de l'énergie, URE, pour essayer que la part de gaz et de mazout et d'électricité faite avec des centrales turbines gaz-vapeur, la part finalement d'énergie fossile, soit la plus faible possible.
dans l'optique d'un objectif de neutralité carbone, ou presque neutralité carbone à l'horizon 2050. D'accord? Donc, mettre ça en œuvre, ça demande pas mal de changements de mentalité. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, si je prends par exemple le logement collectif existant, les gens qui habitent dans des copropriétés, ils ne sont pas encore prêts à isoler leur toit, isoler leurs murs. Ils se disent, OK, mon bâtiment, il est bien comme ça, je vais remplacer la chaudière quand elle va mourir, je vais peut-être mettre des panneaux solaires pour amener un peu d'électricité verte. Mais aujourd'hui, il y a une barrière psychologique. Les gens ne sont pas prêts à emballer logement, leur immeuble d'appartement et à diminuer drastiquement la demande en énergie. Donc, il y a encore un peu de boulot. Ça passera par de la sensibilisation d'une part et par des contraintes réglementaires d'autre part pour forcer un peu la main, puisque le dynamisme spontané volontaire ne marche pas trop bien. Alors, les énergies renouvelables, il y aura un cours spécifique là-dessus pour expliquer le fonctionnement des technologies renouvelables. Ici, le but de ce cours d'introduction, c'est de dire quel est le mix renouvelable en Belgique. Il est repris ici, il est repris du site de l'APER, qui est une ASBL de promotion des énergies renouvelables. Vous voyez ici, en 2018, qui étaient les chiffres, les derniers chiffres qui étaient d'actualité ou qui étaient compilés lorsque j'ai préparé le cours. Vous voyez qu'il distingue ici éolien sur terre et éolien en mer, mais que les deux font de l'ordre de 40%. Donc 40% de l'énergie renouvelable en Belgique est liée à l'éolien. Un peu moins que 2% est lié à l'hydroélectricité, donc les turbines liées à des chutes d'eau. C'est relativement anecdotique. 22, presque 23% sur le photovoltaïque, avec cette part-là qui tend à augmenter, parce que c'est la technologie la plus facile d'accès, entre guillemets, pour pénétrer le marché. Et la biomasse, ici incinération, donc c'est incinération de déchets, et là, biomasse hors incinération. D'accord? Donc vous avez ici le mix et la répartition de la filière électrique de l'énergie renouvelable. Monsieur, j'ai une question. Oui. Quand vous parlez de biomasse hors incinération, comment est-ce qu'on utilise cette biomasse pour faire de l'énergie? Ouais. Alors, ici, je pense qu'il y a une combinaison d'énergie renouvelable électrique et thermique. Et du coup, biomasse incinération, en fait, c'est l'incinération des déchets qui produisent soit de la chaleur, soit de l'électricité avec une turbine. Biomasse hors incinération, là, on est plutôt sur de l'énergie renouvelable, chaleur renouvelable. D'accord ? D'accord, merci. Alors après cette introduction, l'idée c'est de vous parler donc encore de deux sujets. Un premier sujet c'est l'énergie dans le bâtiment. J'en ai déjà un peu parlé dans l'intro, mais je vais aller un peu plus dans le détail, un peu plus dans la technique de comment on regarde l'énergie dans le bâtiment. Et ensuite, on fera une petite pause, et puis après on parlera du confort thermique et des notions de confort thermique dans le bâtiment. Oups. Alors, énergie, on va parler des unités, kilowattheure versus kilowatt. On va parler de degrés jour. On va parler de correction climatique des consommations. On va parler de signature énergétique. On va parler de la notion d'énergie finale et d'énergie primaire. On va montrer quelques exemples de répartition des consommations, donc des camemberts de comment est répartie la chaleur et comment est répartie l'électricité. Et on va parler un peu de benchmarking cadastre énergétique. Voilà, pour différentes notions du suivi énergétique des bâtiments. Alors, kilowattheure versus kilowatt.
pourquoi je mets ce slide-là et pourquoi j'en parle? Parce que, notamment à l'examen, quand certains examens, ça va être un petit cas pratique où il faut un peu faire des hypothèses et réfléchir un petit peu sur quelle production est-ce qu'on met dans tel et tel cas et quelle sera sa puissance et sa consommation. Nos oreilles, elles sifflent quand on fait des fautes d'unité. Et du coup, je voulais, avec un exemple simple, vous rappeler ce que c'est une puissance et l'énergie. Donc, une ampoule, prenons une ampoule de 5 watts. 5 watts, c'est une puissance. D'accord? Alors, kilowatt, c'est juste parce qu'il y en a 1000. Donc, comme 1000 mètres fait 1 km, 1000 watts fait 1 kilowatt. Et cette ampoule de 5 watts, si elle fonctionne 1 heure, on va faire puissance fois temps égale énergie. Et donc, on va avoir 5 watts-heure. D'accord? Une puissance de 5 watts pendant 1 heure, ça fait 5 watts-heure. 5 watts fois 1 heure, 5 watts-heure. D'accord? Si on fait ça fois 1000, ça fait 5000 watts-heure, ça fait 5 kilowatts-heure. OK? Donc, essayez de ne pas confondre puissance et énergie, parce que c'est quand même deux notions assez différentes. Et essayez peut-être de vous raccrocher à ce petit exemple d'ampoule pour essayer de faire la part des choses et de vous y retrouver entre ces unités. Alors en termes d'énergie, l'électricité, elle est vendue en kilowattheure, le gaz, il est vendu en mètres cubes et le mazout, il est vendu en litres. Alors grosso modo, 1 mètre cube de gaz, c'est égal à 10 kWh et 1 litre de mazout, c'est aussi égal à 10 kWh. Donc, quand vous recevez des mètres cubes de gaz, si on veut les traduire en kilowattheure, on doit les multiplier par 10. Alors, deuxième notion, c'est le degré jour. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est, qui ont déjà entendu parler de ça? Et si oui, dans quel contexte? Alors, puisqu'il n'y a pas de réponse, je me lance. Alors, les degrés jours, ça a pour but de donner une idée de la météo extérieure et de la température extérieure qu'il fait, pour pouvoir coupler après et faire un lien entre consommation en combustible d'un bâtiment ou en électricité et météo extérieure. Alors, on a inventé une unité qui s'appelle le degré jour, qui est la différence entre une température de base et une température moyenne. La température moyenne, c'est rien d'autre que la moyenne arithmétique des températures d'une journée. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que quand on veut comparer l'énergie d'un bâtiment et combien consommer en gaz un bâtiment de bureau, si 2019, 2020, 2021 ne sont pas les mêmes en termes de météo, on ne peut pas comparer la consommation brute. On ne peut pas dire 2019 a consommé 10% de plus de gaz que 2018, puisqu'on ne peut pas dire à météo égale. D'accord? Le but de ces degrés jours, ça va être de normaliser du coup les consommations pour pouvoir dire à météo égale, voilà le comportement du bâtiment. D'accord? Alors techniquement, comment est-ce qu'on fait? Donc d'abord, il y a différents types de degrés jours, ça c'est pas très important, mais c'est juste pour que vous ayez l'info complète. Il y a des degrés jours classiques et des degrés jours équivalents, où on a une petite formule pour intégrer un peu l'inertie du bâtiment, où on prend 60% de la journée, 30% de la journée d'avant et 1% de 2 jours avant, pour tenir compte d'une certaine inertie du bâtiment. Et en général, pour du bureau, on prend 16,5 de température de base et le logement 15 degrés. Alors ça veut dire quoi si je prends un logement 15 degrés? Ça veut dire que quand il fait plus que 15 degrés dehors, on considère qu'on ne doit pas chauffer le bâtiment.
Pourtant, il fait plus que 15 degrés dans le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des apports solaires d'un côté et il y a des apports internes de l'autre côté. Et donc, une journée avec une moyenne de 15 degrés, on considère que ces apports internes et ces apports solaires suffisent et qu'il n'y a pas vraiment besoin d'amener du combustible. Et donc, on considère que quand il fait 16 degrés de moyenne, on va avoir 0 degré jour. 0 quantité ou théorique de chaleur à amener dans le bâtiment. D'accord? Alors concrètement, comment on fait? On demande à l'Institut Royal Météorologique les données météo. On choisit une base, si je prends une base 15, et on regarde, par exemple, la température moyenne était de 8 degrés, je fais 15 moins 8, ça fait 7 degrés jour. La température moyenne est de moins 5 degrés, je fais 15 moins 5, ça fait 20 degrés jour. Et après, on fait soit la somme sur le mois, soit la somme sur l'année, soit la somme sur une semaine, ça dépend de l'intervalle qu'on prend. Et on va regarder du coup les consommations au regard de ces degrés jours. Par exemple, là j'ai pris de 2010 à 2019, on va dire qu'est-ce que c'est une année climatique normale. Vous voyez, l'année climatique normale, elle change tous les 5 ans, parce que tous les 5 ans, on prend les 20 dernières années. Et en 2018 et 2019, une année climatique normale, c'était 1899 degrés jour. C'est la norme. C'est une année météo neutre et standard. Il se fait qu'en 2018 et 2019, il a fait moins de degrés jour. Moins de degrés jour, ça veut dire qu'il a fait plus chaud. D'accord? Souvenez-vous, température de 13 degrés, ça fait 2 degrés jour. Température de 10 degrés, ça fait 5 degrés jour. Donc, au plus il y a de degrés jour, au plus il fait froid. Inversement, au moins il y a de degrés jour, au plus l'année était chaude. Une année pendant laquelle on a dû, en théorie, moins chauffer. Alors, les degrés jour de base, on les définit. Il y a certaines normes ou certains standards. Comme j'ai dit ici, en général, on prend des degrés jour 15 pour le logement et des degrés jour équivalents 16,5 pour le bureau. En pratique, on peut essayer différents degrés jour et regarder un peu ceux qui fonctionnent le mieux, ceux pour lesquels il y a la meilleure corrélation entre la température extérieure, entre la consommation réelle et les degrés jour. On verra après avec la signature énergétique qu'en fonction de la base qu'on prend, le R carré de la signature énergétique varie un petit peu et les degrés jour les plus... Donc je dirais que par défaut, on prend degré jour 15 pour le logement, degré jour équivalent 16,5 pour les bureaux. Et si on veut aller un peu plus loin, on regarde les degrés jour, la base et le type de degré jour qui fonctionne le mieux ou qui donne la meilleure corrélation avec le bâtiment. Et donc vous voyez ici, si je veux comparer 2016 et 2019, 2016, il a fait un peu plus froid que l'année climatique normale, et donc ça veut dire qu'on doit multiplier les consommations, on doit artificiellement un peu diminuer les consommations, et donc je vais diviser les consommations par 1,03 pour avoir des consommations comme s'il avait fait un peu moins froid, puisqu'il a fait un peu plus froid que la normale. À l'inverse, en 2019, il a fait plus chaud, il y a moins de degrés jour, et donc je vais devoir artificiellement tirer sur mes consommations pour les allonger comme si il avait fait plus froid. Et donc du coup, je vais diviser par 0,89 pour avoir une consommation corrigée plus importante que la consommation réelle. Vous voyez, on tourne entre ici, l'année 2014, c'était une année très très chaude, 0,74, c'est assez rare. Les autres, vous voyez, là c'est 1,09, 0,89, 1,03, 0,94, 0,92, 0,89, donc on flirte quand même de l'ordre de 10% au-dessus ou en dessous par rapport à la norme, sauf exception ici, il y a un gros écart, ici aussi en 2011. Et donc, si je veux comparer mes consommations, j'ai ici les bâtonnets bleu foncé qui sont les consommations réelles, les mètres cubes de gaz que j'ai convertis en les multipliant par 10 par des kilowattheures de gaz, kilowattheures d'énergie liées à mon gaz. Et j'ai ici les bâtonnets bleus qui sont des consommations corrigées avec mon facteur ici de
degrés jour de correspondance. Vous voyez ici 2015, 0,92. Donc j'ai divisé ma consommation par 0,92 et donc j'ai artificiellement augmenté mes consommations. À l'inverse, en 2016, j'ai 1,01 et du coup j'ai un peu diminué mes consommations. Alors, vous voyez que entre les bleus foncés, on aurait dit la situation est stable. Entre les bleus clairs, on dit il y a une diminution. D'accord? Donc c'est vraiment important de comparer des pommes avec des pommes. Et des pommes avec des pommes, ça veut dire à météo constante. Je compare mes consommations à météo constante. Pour avoir à météo constante, comment je fais? J'utilise les degrés jour pour artificiellement corriger ma consommation réelle. D'accord? Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est de prendre la consommation réelle d'une part et de prendre les degrés jour mensuels d'autre part. Et on voit que chaque mois, du coup, fera un point et que quand on fait une régression linéaire autour de ces points, on a une droite. Cette droite, on l'appelle la signature énergétique. Alors, la signature énergétique, ici, 400 degrés jour, ça va être des mois d'hiver qui représentent une consommation importante. 0 degré jour, ça va être des mois d'été. La consommation ici veut dire, en été, j'ai 6000 kWh de consommation énergétique, malgré le fait que je n'ai pas besoin de chauffage. Donc ça veut dire que dans ce bâtiment-ci, il y avait soit des gaspillages, soit un besoin d'eau chaude sanitaire lorsqu'il n'y avait pas besoin de degré jour. Lorsqu'il y avait 0 degré jour, donc il n'y avait pas besoin de chauffer, on a malgré tout 6000 kWh. Alors je vais vous montrer deux exemples de signature énergétique. Premier exemple, on a un complexe de bâtiments relativement récent avec une production de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui est centralisée. Et donc on a une boucle d'eau chaude qui tourne en permanence. Ce qui veut dire qu'on va avoir ici à 0 degré jour une quantité importante de consommation. Alors la particularité du fait que ce soit des bâtiments récents et bien isolés, c'est que ils n'ont pas besoin de beaucoup de chauffage, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'apport d'énergie. Donc, qu'il fasse un peu froid ou très froid, la quantité d'énergie sera relativement faible à amener dans les logements. Et donc, on va avoir ici un talon. Si on prend l'équation AX plus B, souvenez-vous de vos cours de maths, le B, ça va être le talon, et le A, ça va être le coefficient angulaire, la pente de la droite. Dans mon cas ici, je vais avoir une pente très très faible, parce que peu importe la rigueur du climat, l'énergie qui correspond à une augmentation de la rigueur du climat ne sera pas l'augmentation d'énergie ne sera faible. Par contre, étant donné qu'on a une boucle d'eau chaude et une boucle de chauffage, on va avoir une quantité fixe d'énergie très importante. C'est ce qu'on voit ici. Donc vous voyez, chaque année représente, chaque droite représente une année. Vous voyez ici, on a presque 100 000 kWh par an de base, et par contre, on a une augmentation, une signature énergétique qui est très très plate. Alors sur ce complexe-là, nous, ce qu'on a proposé comme rénovation, c'est de diminuer les besoins. Et ici, diminuer les besoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever cette boucle sanitaire qui tourne inutilement en été et en mi-saison. Et donc, c'est d'aller remplacer cette boucle et cette production centralisée par des boilers électriques dans les appartements et de coupler ça avec des panneaux solaires photovoltaïques. Comme ça, on va pouvoir réduire, on va pouvoir vraiment avoir une parallèle ici pour économiser pas mal d'énergie. Voire même qui passe par zéro, puisqu'on n'aura plus besoin, si jamais on a des boilers électriques, on n'aura plus besoin d'énergie quand la météo fait qu'on n'a pas besoin de chauffage. D'accord? On retrouve mon immeuble Nestlé. Qu'est-ce qu'on avait comme signature énergétique?
Alors en mauve, c'était avant qu'on arrive, c'est la signature pendant notre audit en 2017. On voit 100 000 kWh quand il n'y a pas besoin de chauffer. Ici, on a commencé à travailler, donc notre première action, c'était de faire en sorte que quand il n'y a pas besoin de chauffer, il n'y ait pas besoin de changer les consignes pour qu'on n'ait plus cette base de 100 000. Donc on a réduit, on a presque à zéro. Et puis après, notre deuxième travail, c'était d'aplatir la courbe pour faire en sorte que le bâtiment soit bien régulé et que quand il fait froid dehors, on amène la bonne température au bon moment. Ici, ça veut dire qu'on amenait une température trop élevée à des moments trop grands. Donc ici, on a réduit la température et on a réduit la plage horaire. Et c'est ces deux différences-là qui font que on a une température, on a une consommation beaucoup plus faible. Alors, comment est-ce qu'on doit lire ça? Et ça, c'est important dans les contrats de performance qu'on fait, puisqu'on se fait payer en fonction de l'économie d'énergie, comme je vous ai dit. Ça, c'est notre base. En 2017, avant qu'on arrive, pour 300 degrés jour, il consommait 250 000 kWh d'énergie. Maintenant, suite à notre intervention, il consomme pour 300 degrés jour 100 000 kWh d'énergie. Donc on a fait un gain de 250 moins 100 égale 150 000 kWh. La différence entre ça et ça. Le delta entre le mauve et le orange. C'est 150 000 kWh d'économie. D'accord ? Donc l'économie, c'est vraiment l'air entre les deux courbes, ici. C'est toute l'énergie qu'on ne consomme plus. D'accord ? Dernier exemple, avec mon immeuble Plaine 11 dans lequel on a mis cette pompe à chaleur 4 tubes. Avant, quand on était en mi-saison, on produisait la chaleur avec des vieilles chaudières. Maintenant, on produit la chaleur en mi-saison avec la pompe à chaleur. Donc, en mi-saison, ici, 150 degrés jour, au lieu d'avoir 40 000 kWh, on a 0 kWh. Alors, question, est-ce que la baisse d'énergie a un impact sur le confort? Alors non. Oui et non. Donc, les gains énergétiques n'ont pas été faits en réduisant le confort des occupants. Donc, avant, il faisait 25 degrés, donc il n'y a plus 25 degrés parce qu'on estime que c'est trop élevé. On le verra tout à l'heure dans la notion de confort. Il n'y a plus 25 degrés, mais par contre, il y a une température acceptable de l'ordre de 21 degrés sur les plateaux de bureau. Donc, ceux qui avaient l'habitude et qui trouvaient que leur confort était de 25 degrés, on peut dire qu'il y a une perte de confort, mais on reste dans des standards. C'est pas on va pas venir en disant on va faire des gains, et pour avoir des gains, amenez tous un gros pull et on va chauffer à 18 degrés les bureaux. Ça, on ne peut pas faire. D'accord? Donc, par contre, on a réduit, on a traité des problèmes d'inconfort, on a traité les problèmes techniques qui fait que parfois il y avait du chaud et du froid en même temps. On a empêché, par exemple, que sur un même plateau de bureau ouvert, on puisse chauffer et refroidir, puisque quand on a des ventiloconvecteurs, ils sont desservis par du chaud et par du froid. Si l'installation est mal régulée, on peut avoir un ventiloconvecteur qui souffle du froid d'un côté et de l'autre qui souffle du chaud de l'autre. Et donc là, on détruit l'énergie. C'est comme si on freinait, qu'on accélérait sur une voiture. On n'avance pas, mais c'est quelque chose qu'on doit éviter. Donc, impact sur le confort, oui, mais dans des limites qui sont tolérables et qui sont fixées à l'avance avec le client. Alors, cette signature énergétique de Plaine 11, elle est particulière puisqu'on a remplacé, ici on parle uniquement de combustible, on ne parle pas d'électricité, et ici, dans notre cas, on a remplacé un fonctionnement chaudière par un fonctionnement pompe à chaleur. La pompe à chaleur, elle fonctionne à l'électricité. Donc pour 100 degrés jour, j'avais avant 25 000 kWh, maintenant j'ai 0 kWh. D'accord? On voit que la courbe ici en orange, elle fait ça. Clac, clac. Ça veut dire que en dessous de 150 degrés jour, je fonctionne 100% à l'électricité. Au-dessus de 150 degrés jour, je commence à solliciter mes chaudières. D'accord? Donc on a tac, tac, et avant on avait ceci. Donc forcément, sur cet immeuble-là, on a un gain en gaz, puisqu'on apporte du chaud avec de l'électricité. Ce qui nous intéresse sur ce bâtiment, c'est
est-ce que le total de gaz et d'électricité est moins grand? D'accord? Et ça fait appel à des notions d'énergie finale, énergie primaire. Ça tombe bien, c'est de ça qu'on va parler maintenant. C'est assez important puisque on ne peut plus, on va aller de plus en plus, la transition énergétique, ça veut dire moins de gaz et plus d'électricité renouvelable et plus de chaleur renouvelable. Ça veut dire qu'on doit regarder un bâtiment d'un point de vue énergétique dans sa globalité. Ici, ce bâtiment-ci, on a fait 60% d'économie sur le combustible. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu triché. On a remplacé du gaz par de l'électricité. Donc ce qu'on veut avoir, c'est la somme de l'électricité et du combustible. D'accord? Alors il y a deux manières de parler quand on somme électricité et combustible. Soit en énergie finale, où on ajoute, on additionne les deux simplement, bête et méchant. Donc on additionne 1 kWh de gaz et 1 kWh d'électricité. Ça, c'est quand on parle en énergie finale. Et quand on parle en énergie primaire, on introduit un facteur de multiplication pour l'électricité. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Voilà, c'est illustré ici. C'est parce qu'on tient compte. Donc, je vais d'abord reprendre ce schéma-là. Ici, ça illustre un petit peu les besoins nets. C'est quoi les besoins nets? C'est tenir compte des apports internes, tenir compte des apports solaires et tenir compte de mon besoin de chaleur qui est lié à mes pertes par transmission et mes pertes par ventilation, infiltration et renouvellement d'air. Quand on tient compte des pertes que je dois compenser et des gains naturels, éclairage et cuisson ou apport humain, il nous reste une quantité nette d'énergie à amener. Cette quantité nette, on peut soit l'amener par du gaz, soit par de l'électricité. Et cette quantité-là, elle va avoir un rendement. Si j'amène mon énergie nette avec une installation de chauffage, je vais avoir des pertes de production, des pertes de stockage, des pertes de distribution et des pertes d'émission. On peut même rajouter des pertes de régulation. Et donc, pour amener une quantité ici, c'est comme un seau percé. Je dois avoir un seau avec une plus grande quantité d'eau puisque j'ai des trous dans mon seau et que je vais perdre de l'énergie en passant. Donc, si j'ai besoin de 8 litres ici, je dois peut-être en avoir 12 pour en perdre 4 sur le chemin. D'accord? Ça, c'est ma notion de rendement entre la quantité totale et la quantité nette. D'accord? Donc, ce qu'on va regarder, c'est ma quantité de combustible nécessaire pour couvrir les besoins. Si je l'amène en combustible, il y a un facteur 1 en énergie primaire. Si je l'amène avec de l'électricité, il y a un facteur 2,5. Alors, pourquoi un facteur 2,5? Parce que cette électricité qui arrive, elle a été produite dans une centrale qui a un certain rendement. Et donc, dans cette centrale, on brûle du gaz. Au lieu d'amener du gaz sur le site, on a du gaz dans une centrale électrique avec un rendement pour faire fonctionner une turbine qui va transformer le gaz en électricité. Et cette électricité doit être acheminée sur site. D'accord? Eh bien, quand on fait tout le total et qu'on regarde au droit du bâtiment quelle est l'énergie qui reste, on a un facteur 2,5. Donc, quand on parle en énergie primaire, et ça c'est une valeur qui est propre à chaque pays, au Luxembourg c'est 3, en Belgique c'est 2,5, c'est un coefficient qui est étudié, qui est calculé et qui est fixé. Et les différentes régions utilisent tout ce coefficient d'énergie primaire. Donc quand on parle en énergie primaire, on doit ajouter au gaz 2,5 fois l'électricité. D'accord? Pour tenir compte du fait que cette électricité est produite avec du gaz, avec un certain rendement et acheminée, et que donc, quand je veux amener une unité électrique sur site, j'ai besoin de 2,5 unités d'énergie primaire. Alors voilà un exemple de rapportage qu'on a fait auprès d'un client.
C'était pour l'immeuble Plaine 11, en début de contrat, donc les 60% et les 10%. Donc on a 60% d'économie en gaz et on a 10% d'économie en électricité. Donc bien que on produit du chaud avec de l'électricité, on a malgré tout baissé de 10% les consommations électriques. D'accord? Et donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'économie en combustible par rapport à la référence. On a 20% en janvier, 55% en février, donc un total de 60%. Et en électricité, on a 10%. Eh bien, vous voyez, quand on parle en énergie finale ou en énergie primaire, la quantité n'est pas la même et le pourcentage n'est pas le même. Ici, on additionne juste ça et ça donne ceci. Et donc, en énergie finale, on a fait une économie de 26%. En énergie primaire, comme l'électricité pèse plus lourd que le gaz avec un facteur 2,5 et qu'on a moins de gains sur l'électricité, on a une économie de 18% en énergie primaire. Donc, quand vous parlez d'énergie, vous devez dire de quelle énergie il s'agit, quel vecteur il s'agit, et spécifier les unités. Et quand vous parlez d'une baisse d'énergie sur un bâtiment qui mêle deux vecteurs, il faut absolument spécifier si on parle en énergie finale ou en énergie primaire, puisque le résultat est différent. D'accord? L'exemple ici. Il y a 4 manières de communiquer des résultats. On a fait un gain de 60% en combustible par rapport à la référence qui était pour ce site 2015. On a fait une économie de 10% en électricité. On a fait gaz et électricité réunis, on a fait une économie de 26% en énergie finale et on a fait une économie de 18% en énergie primaire. D'accord? Donc, ça c'est assez important, ces unités-là. Donc, quand vous parlez d'énergie, vous devez spécifier de quoi vous parlez. Et ce facteur de 2,5, vous devez bien le retenir pour savoir si à l'examen on parle d'énergie et qu'on rassemble gaz et électricité. Vous devez nous expliquer si vous parlez d'énergie primaire ou d'énergie finale. Et si vous me parlez d'énergie primaire, vous devez reconstruire une fois le gaz plus 2 fois et demi l'électricité. D'accord? Excusez-moi, monsieur. Oui. Mais du coup, pour être sûr d'avoir bien compris, parce que je suis pas sûr d'avoir bien saisi à 100% la différence. Donc, l'énergie finale, c'est on somme l'énergie fossile plus l'énergie électrique, comme ça, telle quelle. Et l'énergie primaire, c'est quand on somme l'énergie fossile et l'électricité avec un facteur de 2,5, c'est ça? Oui. Ok, ça Et va. alors, philosophiquement, ce qu'il y a derrière, c'est que l'énergie finale, on s'arrête au bâtiment et au compteur des bâtiments sans regarder comment a été produite cette énergie. Et l'énergie primaire, on tient compte du fait que pour avoir de l'électricité, on doit brûler du gaz dans une centrale électrique et qu'il y a un rendement de perte de transformation entre le gaz et l'électricité et que du coup, on a besoin de 2,5 unités de gaz pour produire une unité, acheminer une unité électrique sur le site. Ok, merci. Oui, merci. Alors pour terminer, dans 5 minutes, on fait une petite pause. Pour terminer le volet énergie, je vais encore vous parler de deux, trois notions. La première, c'est répartir les consommations. Donc c'est le travail qu'on fait dans un audit énergétique. Et ce travail-là, peu importe où vous travaillerez plus tard et si vous l'appliquez à l'énergie ou à autre chose, c'est important d'analyser les flux quand on est face à un problème. Ici, on parle d'énergie et donc on va dire, OK, ce bâtiment consomme du gaz et de l'électricité. À quoi correspond ces 344 000 kWh de gaz? À quoi correspondent ces 122 000 kWh d'électricité? Comment sont-ils ventilés? À quels besoins ils correspondent? D'accord? Ça fait, en tout cas pour le combustible, appel à ceci. C'est vraiment remettre sur papier la physique du bâtiment qui fait qu'il y a des pertes de transmission à travers les parois, des pertes de ventilation, des pertes d'infiltration.
et des besoins d'eau chaude sanitaire, et qu'on compense ces pertes-là avec une amenée de combustible. Alors, là, c'est un exemple d'un audit où on a dit, ben voilà, pour nous, le camembert qui représente 100% de la consommation de gaz, il est ventilé comme ça. Comment se répartit selon nous la consommation en combustible pour un immeuble de bureau? Alors c'était spécifique à un bâtiment, mais ça vous donne un ordre de grandeur pour un immeuble de bureau avec une enveloppe moyennement performante. Donc en vert, c'était ce qui était lié à l'enveloppe, les pertes par l'enveloppe. En bleu ici, on avait ce qui est lié au fait de renouveler l'air. Quand on renouvelle l'air, on doit chauffer l'air qu'on amène pour qu'il soit à une température acceptable. Ici, on a des pertes. En rouge, on a tout ce qui est lié aux installations techniques, chauffage. Donc on a un besoin d'eau chaude sanitaire et on a des pertes de production et de distribution. Et donc, quand on fait un audit, c'est une étape assez importante de faire des estimations et des hypothèses là-dessus, puisque après, on va dire, on peut jouer sur l'amélioration et l'isolation des murs et on va gagner autant de kilowattheures. Ben, on doit rapporter ça à ceci pour savoir si c'est crédible. À l'inverse, on va dire, il y a des pertes par distribution, on va travailler, on va isoler les conduites. On doit se dire, ben, on va gagner X% sur les 9% que représentent les pertes par distribution. Et donc, grâce à ce camembert-là, on a une base pour aller valider ou ne pas donner des estimations d'économie d'énergie farfelues. L'économie, par exemple, de la perte par distribution ne peut pas dépenser ce camembert-là. Sinon, ça veut dire qu'on créerait de l'énergie. Même exercice pour l'électricité, où là, on va aller identifier les postes consommateurs et on va faire, soit on fait des mesures électriques dans les tableaux pour avoir une puissance instantanée qu'on multiplie par des heures théoriques de fonctionnement, puisque comme mon exemple de l'ampoule, une puissance fois une durée d'utilisation, ça nous amène de l'énergie électrique. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est lister les postes consommateurs, et puis après, on fait des hypothèses sur l'importance de chacun de ces postes, avec un poste divers pour tenir compte de tout ce qu'on n'a pas épinglé. Dans le poste divers, il y a par exemple les ordinateurs et les postes qu'on a. Ah non, ici c'est bureautique informatique, donc c'est repris ici. C'est ceux qu'on n'a pas pu identifier dans le bâtiment. Alors, on essaye que ce divers ou reste soit le plus petit possible, parce que si on a 50% ou 60% de divers, ben notre analyse est plutôt mauvaise. Mais il y a toujours une part ici d'incertitude ou d'éléments qui n'ont pas été quantifiés. Alors ici, on a par exemple l'éclairage qui est un gros poste, la ventilation et la climatisation. Donc la ventilation, ben, c'est les moteurs, les ventilateurs qui fonctionnent. L'éclairage, c'est ici c'était des tubes fluorescents qui fonctionnaient. Donc voilà, vous avez ici la répartition de ces différents postes. Une fois qu'on a ces répartitions-là et cette analyse, on a également une autre manière. Je vous ai dit pour Nestlé, on avait 300 kWh en énergie finale, ce qui est beaucoup. Alors pour l'énergie électrique, pour terminer, ici, ben, ça c'est ce qui accompagne le camembert pour donner un peu la manière dont on a estimé et le calcul qui se cache derrière. Alors vous voyez ici un bâtiment, 10 000 m², donc c'est de nouveau mon immeuble, mon bâtiment de Nestlé. Ce bâtiment fait 10 000 m², il consomme en consommation corrigée, donc j'ai corrigé avec le climat, presque 2 millions de kWh, ce qui fait 187 kWh par mètre carré. Et en électricité, 1,7 million, ça fait 160. Donc si j'additionne 187 et 160, j'ai de l'énergie finale. Si je fais 1 fois 187 plus 2 fois et demi 160, j'ai mon énergie primaire. Alors, les différentes régions font des statistiques en disant un immeuble de bureau, en énergie finale, ça doit consommer autant. Ici, moi, j'ai 347 et mon immeuble de bureau privé de l'ordre de 10 000 m² devrait faire la somme de ça, c'est-à-dire plus ou moins 200, 230. Et moi, j'ai 340. Donc, on est quand même 100 kWh au-dessus.
C'est ça qui, lors de notre audit, nous a fait, là, il y a beaucoup de gains. Avant même d'avoir visité le bâtiment, on a mis ces consommations-là, on les a analysées et on les a comparées au benchmark régional et on s'est dit là, on sait qu'on a un audit avec beaucoup de mesures à mettre en œuvre puisqu'il y a beaucoup de gaspillage. D'accord? Alors pour terminer, avant de faire la pause, donc c'est le dernier slide avant la pause, la notion de cadastre énergétique. Donc là pour l'instant, je vous ai parlé d'énergie sur un bâtiment. Il y a des clients qui ont plusieurs bâtiments et leur demande c'est aidez-moi à mettre des priorités par rapport à mes bâtiments. Alors pour faire ça, comment est-ce qu'on fait? La première chose, ici on est juste sur le combustible, c'est de dire sur l'échelle de gauche, chaque bâtiment représente un bâtonnet. Sur l'échelle de gauche, c'est combien de kilowattheures par mètre carré fait mon bâtiment. Donc il y a des bâtiments qui consomment beaucoup, celui-là, celui-là, ceux-là. Et il y a des bâtiments qui consomment très peu, celui-là, 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 celui-là. Alors il y a une deuxième notion qui est importante, c'est la taille du bâtiment. Parce qu'un bâtiment qui consomme moyennement et qui est très grand, agir sur ce bâtiment aura plus d'impact que d'agir sur un très petit bâtiment qui consomme beaucoup. D'accord? Et donc, si je dois prendre une caricature, si on a un bâtiment de 100 000 m² qui consomme 110 kWh par mètre carré et qu'à côté on a une caravane de 10 m² qui consomme 210, on va dire au client, laissez votre caravane de côté, elle est très petite. Par contre, sur ce bâtiment-là qui est très grand, il y a moyen d'aller chercher un potentiel et en CO2 économisé, l'impact sera plus fort. D'accord? Donc ici, on est à la recherche de mettre les premières heures de consultance ou les premiers efforts en euros dans ce qui générera le plus d'impact en termes d'énergie économisée et en termes de CO2 économisé. Donc ça se traduit par la courbe orange. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement multiplié cette valeur-là par la consommation brute en combustible. Donc si je prends mon exemple de Nestlé, c'est multiplier ici 187 par 1 990 000, ce qui me donne des kilowattheures carrés par mètre carré. Alors, ça ne veut un peu rien dire en termes d'unité, mais retenez juste que c'est pondérer la consommation surfacique par l'importance du bâtiment, le poids du bâtiment. D'accord? Et donc, ça nous donne que finalement, ce bâtiment-là, que le client pensait prioritaire parce qu'il a vu qu'il y avait des grosses dérives, comme ce bâtiment-là ne pèse pas très lourd en termes de manne énergétique, finalement, il fait partie plutôt de ceux dont on s'occupera après. Par contre, celui-là, qui était peut-être le 10e en termes d'ordre en kilowattheure par mètre carré, est le numéro 2 dans la liste parce qu'il a l'impact, le deuxième impact le plus grand. D'accord? Donc, la courbe, les bâtonnets bleus, c'est les kilowattheures par mètre carré. Et la courbe orange, c'est l'analyse de l'impact du bâtiment. Voilà, je vous propose de faire une petite pause. Il est 10h15, faire une pause d'un quart d'heure. Et donc, je reprends à 10h30 pour le dernier chapitre de la journée qui est lié au confort thermique. Avant de faire la pause, s'il y a des questions sur la première partie, n'hésitez pas à les poser soit oralement, soit par le chat.